Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima TV avec une émission nature. Ce soir, on va prendre l'air, on va s'aérer, se balader en compagnie de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. L'organisme est au cœur d'une triple actualité. Il y a le comptage de certaines espèces, il y a également la signature d'une convention avec la commune de Vitrolles, c'était il y a quelques semaines. Il y a aussi le programme Berre Nature, 3 sujets et d'autres aussi dans l'environnement, bien sûr, qui est le grand ensemble dans lequel évolue la LPO, dont nous allons discuter ce soir avec nos deux invités. Tout d'abord, Daphné Klejnowski, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors, je vais reprendre votre intitulé et votre fonction précise pour ne pas commettre d'impair. Vous êtes animatrice nature à la LPO, PACA, Bouches-du-Rhône. C'est ça, sur l'antenne des Bouches-du-Rhône. J'ai bon. C'est bon. D'accord, en face de vous. Et notre deuxième invité, c'est François Grimal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, responsable de la section, enfin la LPO en tout cas pour le secteur Étang-de-Berre Est. C'est ça. J'ai bon aussi. C'est bon. Bon, les rôles sont bien définis, on va donc parler nature tout d'abord. On va faire les présentations si vous le voulez bien. Parlez-nous de la LPO, c'est créé comment, quelle est sa vocation et combien êtes-vous et quel est votre rôle chacun? Donc la LPO PACA est une association de protection de la nature, oui, surtout qui agit pour protéger la biodiversité. Donc on s'oriente plus vers la faune, puisque c'est vraiment nos compétences, donc autant au niveau des oiseaux que des reptiles, des amphibiens, donc tout ce qui est crapauds, grenouilles, serpents, et on s'oriente aussi vers les insectes. D'accord. Et notre vocation, c'est à la fois de gérer des espaces, de les étudier, donc par de la prospection, par des études naturalistes, et aussi de sensibiliser le grand public à cette fragilité et à ce patrimoine naturel. Et l'inciter à la protection de cet espace naturel. Parlons de l'Étang-de-Berre, puisque c'est en partie côté Est. Ce qui vous concerne, c'est une vraie réserve, une vraie richesse en termes de faune, cet Étang-de-Berre? C'est une richesse comparable aux meilleurs sites, on va dire, de la région, voire nationaux. Ouais. C'est pas ce qui vient à l'esprit tout de suite, pourtant. Non, c'est vrai que, bon, on a évoqué déjà le terme berre nature. Pour certaines personnes, le mot berre et le mot nature sont un peu antinomiques. Mais en fait, en réalité, l'Étang-de-Berre au sens large, c'est-à-dire le complexe Étang-de-Berre, j'expliquerai peut-être mieux ce que c'est tout à l'heure, est un endroit, un hotspot, comme on pourrait dire, de biodiversité, et pas seulement pour les oiseaux. Alors, les oiseaux, je pense que les gens le savent, parce qu'on les voit assez facilement, les oiseaux d'eau, ils sont assez beaux, mais aussi pour d'autres espèces, et pas seulement dans l'étang lui-même, et toutes les collines alentours aussi sont des havres de biodiversité. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on parle de ce programme Berre Nature, justement. Qu'est-ce qu'il englobe? Quelle est sa vocation? Alors, la vocation, elle est donc d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité autour de l'Étang-de-Berre. D'accord. Un recensement, en fait, hein, c'est ça? Voilà, donc avoir des recensements qui sont faits soit par des salariés, soit par des bénévoles de la LPO, et d'essayer justement de faire participer les gens, en fait, dans ces recensements. Donc là, il y a 2 actions principales qui vont se faire cette année. On va faire les 24 heures de la biodiversité sur Vitrolles. Donc qui se fera courant avril, on est en train de monter le programme, et donc on va essayer d'investir les gens dans la connaissance de leur patrimoine naturel. Vous avez l'impression qu'ils ne se l'approprient pas forcément ce patrimoine, en tout cas ils le délaissent ou le méconnaissent pour la plupart des riverains? Oui et non, moi je dirais, ça fait plusieurs années que j'habite donc à Vitrolles et sur les rives de l'Étang-de-Berre, je travaille à Saint-Chamond en plus, donc j'ai vraiment une idée un peu plus globale. Je dirais que localement quand même, il y a des connaisseurs dans chaque village, chaque ville de l'Étang-de-Berre ou autour qui se l'approprient vraiment quand même, sans savoir exactement les noms précis, etc. Mais c'est pas important, ils savent qu'il y a une richesse. Ils la découvrent tous les week-ends par exemple pendant se promener. On voit des gens, je veux dire, sur les sites. Après, il y a une autre partie de la population peut-être qui ne fait que résider, mais qui travaille ailleurs, ou qui ne prend pas le temps de découvrir, qui, elle, peut-être ne s'approprie pas. Et après, il y a l'extérieur de l'Étang-de-Berre, où là, effectivement, l'image est très négative. Et peut-être parce qu'il faut le faire savoir aussi, peut-être parce que certains le savent déjà, mais ne le médiatisent pas ou ne diffusent pas l'info autour d'eux. On est là pour ça. Hein. Oui, voilà, exactement. Faire le relais. On est là pour ça. Cette émission est là pour ça aussi. Et là aussi pour ce soir. Vous étiez il y a quelques jours de cela en comptage, parce que c'est des sessions que vous accordez régulièrement, comptage d'oiseaux, notamment. Alors comment ça se passe? D'abord, quelles espèces voulez-vous recenser? Est-ce que certaines sont apparues depuis votre dernier comptage? Est-ce que certaines sont de passage? Quelle est à peu près la diversité, ou en tout cas la biodiversité en termes d'oiseaux autour des Étang-de-Berre? Alors donc nous on a donc compté dimanche matin,
la journée. Entre les gouttes, on est passé entre les gouttes. On a eu une bonne fenêtre de beau temps, donc c'était parfait. Et on a compté principalement les oiseaux d'eau, puisqu'il y a une grosse partie des oiseaux d'eau qui nichent en fait au nord de l'Europe et qui viennent soit de passage pour l'hiver, donc ils restent tout l'hiver ici dans les temps de Avant de partir plus au sud encore, peut-être. Oui, voilà, il y en a qui restent vraiment tout l'hiver et il y en a qui vont repartir encore plus au sud, qui font une petite halte migratoire. François, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non, et donc... Donc voilà, l'intérêt, c'est d'avoir un comparatif d'année en année. Ouais. Et donc là, c'était vraiment la journée Wetlands. Donc une journée qui se reproduit tous les ans sur plusieurs pays, en fait. En même temps, tout le monde compte les oiseaux d'eau. Et vous croisez ensuite vos statistiques, voilà, je présume. Et après, ça permet d'une année sur l'autre d'avoir les effectifs. De quoi peut-on s'apercevoir au fil des années? Est-ce que la fréquentation est en baisse? Est-ce que de nouvelles espèces arrivent? Principalement deux choses. La première, c'est les mouvements d'oiseaux. Est-ce qu'ils vont coloniser tel site à la place de tel autre? Donc là, on voit que la population ne bouge pas trop, mais tel site en a moins et tel site en a plus. Oui. Je donne un exemple. Sur l'étang de Berre, il y a une espèce qui s'appelle le crabe à cou noir, qui est, c'est pas un canard, mais on va dire de loin, on pourrait dire que c'est un petit canard. Oui. C'est un crabe comme le crabe huppé que les gens connaissent. Il y en a beaucoup en hivernage sur l'étang de Berre. Avant, il était plutôt sur le lac Léman. Donc il y a eu un mouvement de population sur 20-30 ans. Hein. Bon, ça, c'est le constat, mais est-ce que vous connaissez les causes justement de cette migration? C'est difficile de les expliquer, ces mouvements. Voilà, d'accord. C'est une question d'alimentation, des choses comme ça, température, il y a plein de facteurs. Après, on peut voir une deuxième chose qui est plus dramatique, on va dire, c'est des baisses de population, où là, l'espèce, on l'aperçoit moins, mais ailleurs, elle n'est pas pour autant croissante. Donc on sait que l'espèce est en baisse au niveau européen. Donc là, ça veut dire que telle espèce est en train d'avoir des effectifs en chute, et donc là, avec un risque de disparition. Oui, vous alertez les autorités quand vous apercevez d'une telle chute de population? On essaye. Oui, en fait, les comptages eux-mêmes sont gérés parallèlement avec les autorités directement, puisque la DREAL PACA, par exemple, y est partenaire. D'accord. Donc, à lui, j'allais dire, oui, on les alerte, mais ils sont partie prenante. Donc, ils sont directement intéressés. Quoi. Voilà. D'accord. Ils sont demandeurs, tout à fait. Jouer sur les leviers pour faire revenir une espèce, pour essayer de la développer, est-ce que c'est facile, justement? Parce que, d'abord, il faut peut-être identifier les causes, et c'est vrai qu'elles sont parfois floues. Le constat est là. Les causes, point d'interrogation. Comment agir ensuite, au quotidien? C'est compliqué? Oui, compliqué non, mais disons que c'est souvent sur les oiseaux comme ça, c'est des voies migratoires, etc. Il faut agir sur plusieurs pays, plusieurs endroits, plusieurs facteurs. Donc il y a beaucoup d'inertie quand même dans les. Ça peut être contraignant aussi pour les gens. Par exemple, je sais pas, on peut vouloir telle activité peut être perturbante, du bateau, de la chasse, de la pêche, je ne sais pas. On peut pas dire aux gens comme ça du jour au lendemain d'arrêter. Ce qui veut dire, il est menacé le territoire de l'étang de Berre tout de même. Bétonisation, il est peut-être protégé, enfin j'ai pas tout en tête dans son ensemble et dans son pourtour, mais bétonisation, pollution, peut-être chasse. C'est deux choses différentes. La chasse, le problème c'est qu'il manque, c'est pas la chasse en soi le problème, c'est qu'il manque d'une réserve, une grosse réserve qui permettrait aux animaux d'être à l'abri sur une partie de l'étang de Berre. D'accord. Voilà. Et on va pas non plus dire qu'on n'en veut nulle part, mais ça serait bien que collectivement on réfléchisse à des endroits où les animaux soient un peu en tranquillité. Il y en a, mais pas assez encore. Il y en a au Beaulemont notamment. La preuve, c'est qu'il y a une réserve au Bar-Latier, donc dans la zone du Beaulemont. Oui. Et vraiment, les canards se réfugient là. Et, il pourrait y en avoir autre part, sur l'étang de Berre, s'il y avait moins de chasse sur le pourtour. Donc c'est vrai qu'il faudrait une zone protégée, un peu plus étendue de réserve. Mais en fait. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'elle soit faite collectivement. Nous, on ne veut rien imposer, on veut vraiment un dialogue. On a évoqué les oiseaux, puisque c'était un peu l'actualité. Les insectes aussi vous intéressent, c'est-à-dire que vous recensez là aussi les différentes espèces? Oui, effectivement. Donc, quel rôle jouent-elles justement ces espèces d'insectes? Alors c'est de l'entomologie plus, c'est ça? Oui, voilà. C'est plus ce domaine-là. Dans le chaînon, on va dire, de la biodiversité. Alors, il y a plusieurs compartiments dans les insectes. Donc il y a notamment les papillons, tout ce qui est sauterelles, criquets. Bon, on ne va pas décliner tout, mais ce qui est intéressant, c'est également les libellules, qui sont très intéressantes comme bioindicateurs en fait, de la qualité des milieux humides. Oui. Donc là, on souhaite développer un petit peu plus notre connaissance au niveau des libellules pour avoir un peu une cartographie de la qualité de l'eau dans la zone de l'étang de Berre. C'est une zone riche de toutes ces espèces, l'étang de Berre. C'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure, mais il y a de quoi faire. Vous avez de la matière vraiment. Ouais. On appelle ça des taxons dans le langage un peu scientifique, mais tous les taxons, c'est-à-dire tous les groupes d'animaux, en gros, sont représentés de l'insecte à la chauve-souris, à l'oiseau, à la libellule. Il y a des espèces dont on ne se doute pas, par exemple. La chauve-souris, par exemple, oui, on peut s'en douter, mais il y a vraiment des espèces rares et qu'on ne connaît pas,
On ne se doute pas quand on habite au bord de l'étang? Oui, par exemple, il y a une espèce de perce-oreille qui vit que sur le littoral, dans les endroits où il y a des coquillages, etc., ou dans le sable. Et je veux dire, c'est très discret, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de patrimonial. Et bon, voilà, on ne va pas comme ça regarder. Vous allez comprendre ma question, c'est parce que comme vous menez aussi des actions auprès des enfants, beaucoup, vous leur dites, voilà, vous ne vous doutiez pas que, par exemple, vous viviez à côté de tel insecte ou tel animal. C'est une façon de leur faire comprendre aussi la rareté de certaines espèces et le devoir de les protéger. Donc quand on agit en milieu scolaire ou en milieu périscolaire avec des enfants, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au plus près d'eux, donc dans l'école, essayer de leur faire découvrir des choses, faire des petits aménagements pour qu'il y ait de la faune qui vienne dans l'école. Donc des choses très simples. Donc on va déjà observer les tourterelles et puis après on va essayer d'installer des petits refuges pour les hérissons. Voilà. Ils sont toujours partants, les enfants. Petit à petit, voilà, on va élargir un peu leur champ de compétences, puisque en général, c'est des enfants qu'on suit d'une année sur l'autre, donc on va réussir à avancer dans la connaissance de la biodiversité. Donc c'est ça qui est intéressant, et puis les éveiller à des méthodes, comment découvrir la nature par eux-mêmes après. Ils sont toujours partants, les enfants, pour ces domaines-là. Parce que les adultes le sont de moins en moins, ils sont peut-être moins une fois devenus adultes. Ils ont peut-être d'autres préoccupations. Les enfants, eux, ça les intéresse tout le temps. Toujours. Il n'y a pas de réticence. Effectivement. Y a des enfants qui justement, en général, c'est pas ce qu'on pense. C'est les enfants qui ont l'air un peu dissipés, etc., qui sont le plus partants parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Pour eux, ça leur permet de montrer qu'ils sont acteurs de leur découverte. Et puis, ils sont le relais idéal vis-à-vis de leurs parents. Voilà, oui, bien sûr. Là, il y a une stratégie assumée complètement. De toucher d'abord les enfants. Parce qu'ils ont une curiosité naturelle, on va dire, pour tout ce qui est nouveau. Et bien entendu qu'après, ça a une portée familiale au sens vraiment large. Ils ont des milliers de questions à vous poser, je présume. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Pourquoi ça vit là? Comment c'est arrivé ici? Telle espèce, etc. Qu'est-ce que ça mange, souvent? C'est une grande question, parce que c'est pas un point qui est très abordé dans les dessins animés, par exemple. Souvent dans les animaux, mais c'est un peu tabou que tel animal mange tel autre animal, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Ils arrivent à comprendre ce qu'on appelle la sélection naturelle, en tout cas le cycle naturel de prédation. Pas évident, mais ils arrivent, mais c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, à mon avis, il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce thème-là précis, parce que faut pas édulcorer la réalité, c'est la nature et quelque chose de complexe, et la prédation fait partie des choses. Et c'est vrai qu'en plus, dans les histoires pour enfants, le prédateur n'a jamais une place très valorisante. Et malheureusement, c'est dommage. Parce qu'il a de plus en plus, on réhabilite le loup, de plus en plus, on réhabilite l'aigle ou le lion. Je suis pas vraiment d'accord. C'est dur. Je trouve qu'il a une image. Pas dans les faits, j'allais dire, de plus en plus, on réhabilite dans les livres pour enfants, dans les contes pour enfants. On réhabilite beaucoup le loup, par exemple. Je vous en parle en connaissance de cause pour avoir lu quelques dizaines d'histoires sur des loups gentils, ce qui est de plus en plus rare. Il y a même toute une série, je sais plus l'auteur, sur le loup, c'est que des loups, c'est même pas une BD. Pour compléter un peu sur l'éducation à l'environnement, donc on agit effectivement beaucoup au niveau des enfants, mais on est persuadé que le levier il est également auprès des adultes, et notamment auprès des adultes professionnels. Donc on a tout un volet formation, notamment, qui est assuré par un collègue qui s'appelle Robin Lunier, qui est vraiment super et qui forme les agents techniques municipaux, par exemple, des collectivités, des entreprises. Et ça, pour nous, c'est évidemment notamment pour savoir où ils mettent les pieds à chaque fois qu'ils font une opération sur le terrain. Parce que c'est des gens qui sont acteurs, voilà, qui sont déjà les pieds dedans. Et que sensibilisation à tous les étages. Il faut agir aussi, il faut préparer l'avenir et aussi, agir maintenant. Alors j'ajoute que vous avez un site internet qui est très très bien fait. Vous tapez LPO, Ligue pour la protection des oiseaux sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber dessus. On a fait le tour. En partie, parce que votre domaine de compétences est évidemment très très large. J'invite ceux qui nous regardent à venir vous contacter pour venir sur le terrain avec vous, par exemple. Vous contacter, c'est possible pour aller vous donner un coup de main ou regarder comment ça se passe? Oui, bien sûr. Bon. Donc il y aura des événements phares, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont notamment les 24 heures de la biodiversité sur Vitrolles. Oui. Et sur Ristre, il y aura la commune qui va organiser aussi un recensement courant de l'été. Donc là, on ne connaît pas encore les dates, mais ils vont organiser un grand recensement de la faune. Oui, là, ce sera vraiment des événements grand public. Parfait. Merci à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, d'avoir été l'invité de la revue sur Maritima TV. Bon courage à vous, parce que c'est aussi un combat, en tout cas une vocation de défense de l'environnement. Je vois, en tout cas, c'était agréable de discuter avec vous. C'était agréable de vous voir, vous également aussi, face à nous ce soir. Bonne soirée à vous sur Maritima TV. Salut.